Merci d'être ici encore pour une deuxième session. Cette fois-ci, on va parler de la compréhension de texte avec les différents outils de la langue. Et on va... oups, là, j'ai perdu mon petite affaire. Mais donc, c'est encore moi, Élise Morin. Donc, on va... pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y en a qui étaient... La majorité, vous étiez là la dernière session. Je fais les mathématiques, le français langue première et aussi français immersion. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler de la compréhension des textes aujourd'hui. Vous vous souvenez, on avait vu ce petit schéma-là. Je vous invite peut-être aussi, si vous voulez, je vous ai mis les liens encore, les curriculums qu'on a divisés en deux parties, les domaines de langue et les outils de langue. Vous avez les liens vous allez sur le site de ARPDC. Je vous les ai mis là. Mais avant, on va faire une petite révision de ce qu'on a fait la dernière fois, juste pour reviser un peu le programme d'études. Donc, je vous invite, on va aller ici. Si vous avez un téléphone ou encore, c'est sûr que vous pouvez le faire là-dessus. Il va vous donner un petit numéro. Est-ce que vous le voyez ou pas, mon écran? Oui, on Avec voit le Kahoot? Oui, c'est en train de charger. OK, parfait, parfait. D'accord. OK. Donc, si vous Il n'y a pas pouvez... de chaos sur l'ordinateur. Il faut seulement ça. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone et vous pouvez utiliser votre nom ou un pseudonyme, c'est correct aussi, là. Malheureusement, il n'y a pas de prix, là, je suis désolée. Juste la fierté d'avoir participé. Ah, puis vous pouvez changer vos avatars, hein. Vous pouvez les décorer, utiliser des chapeaux. Ah, Annie vient de changer son... Hop, là, on met des lunettes. Oh, non, maintenant, on a une petite couronne. OK. Oh, on a un tigre aussi. Est-ce que ça va, tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à se brancher ou... Alors, on a un ours, un lapin. Ah, oh, on a des lunettes de ski. OK, je vous donne une petite minute encore. Après, on va commencer notre petit quiz. Est-ce que vous entendez la musique? Non, OK, parfait. Parce que ça vient agaçant à la fin. Alors, c'est pour ça que j'aime mieux qu'on ne l'entende pas tout de suite. OK. Oh, on a un chameau même. On a toutes sortes d'animaux, un pingouin. OK. Voilà, on va commencer. Alors, tout le monde est prêt? Première question. Révision du nouveau programme, du nouveau curriculum. On part. Alors, le nouveau curriculum est divisé en deux parties. Quelles sont-elles? Je viens juste de vous les montrer. Oui, ce sont les domaines de la langue et les outils de langue. Vous vous souvenez, la pointe de pizza, là? C'était ça. Donc, mes domaines de langue sont la compréhension de texte qu'on fait aujourd'hui, la production de texte, la communication orale et toutes nos autres idées organisatrices sont nos outils de langue, le vocabulaire, la phonographie, la conscience phonologique, la grammaire, la fluidité en lecture. Il m'en manque une? Ah, je ne me souviens pas.
Oh, vous ne voyez pas? Il a fallu qu'il change la disposition des petites personnes parce qu'il y a 2 questions, 2 réponses qu'on ne voyait pas. Oh, ouais. OK. Comme ça, est-ce que vous voyez? Non, c'est mes affaires qui n'étaient pas à la bonne place, les gens qu'on voyait. Là, je voyais tout le monde, mais pas. C'est pour ça que vous n'avez pas eu la bonne réponse. OK, c'est pas grave. On n'a pas répondu. OK. Bon, ben, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine, c'est là que ça compte. Là, vous voyez comme il faut mon écran? Parfait. OK. OK, ben là, il y a. Ah, mais quand même, Isabelle a été la première à ne pas répondre. Bravo. OK, on va aller à la prochaine question. Là, où est-ce que vous voyez tout mon écran? OK, vous me le dites, là? OK, parfait. À le niveau curriculum, met l'accent sur. Il y a 4 réponses. Là, j'espère que vous allez vous en souvenir. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? La communication orale. Okay? C'est de l'oral à l'écrit. Tout est basé là-dessus. C'est pour ça qu'on a commencé hier avec ça. Oh, Annie, toujours en première position. Maintenant, il y a 9 idées organisatrices dans le nouveau curriculum. Oui, vrai ou faux? Excusez-moi, je ne peux pas changer le langage. Là. Oui, il y en a 9. Oui. 3 domaines de langue et 6 outils de langue. Oh, et Annie, toujours en tête, suivie de près du numéro complexe ici, là, que je ne dirai pas. OK, maintenant, 4e. Quelle est une nouvelle idée organisatrice dans le nouveau curriculum? Quelque chose qu'on a ajouté. Bravo, la conscience phonologique. Oui, là maintenant, elle est vraiment très claire dans le programme d'études. Avant, on le faisait, mais elle n'était pas vraiment indiquée dans l'ancien programme d'études. Voilà. OK. J'ai un petit peu de misère avec ma souris. OK. Oh, Annie est en feu ici. Elle a 3 réponses correctes de suite. Toujours à peu près la même. Oh, on a qui ont monté. On va voir. Vrai ou faux? La conscience phonologique se fait à l'oral seulement. Vrai ou faux? Oui, qu'à l'oral. Mais on va y ajouter la phonographie pour le faire. Ça, c'est ma correspondance graphème-phonème. Quand on parle de conscience phonologique, c'est seulement à l'oral. Donc, quand je travaille la rime en maternelle, en première année, jusqu'en 2e année, tout est à l'oral seulement. Okay? Est-ce que ça veut dire qu'on ne le fera pas avec nos élèves à l'écrit? On va le faire pareil, mais est-ce qu'on va les évaluer sur, par exemple, la rime, écrire des rimes? Non. Mais on va les évaluer sur leur habilité à entendre les rimes. OK? Vous voyez la distinction? Oui, on continue. Prochaine étape. Maintenant. Oh, on a quand même. Non, je pense que l'IET est montée là. Elle n'était pas là avant. OK. Numéro 6 de 7. Il vous reste 2 questions là. Le vocabulaire compte 2 sous-rangées. Lesquelles? Vous vous souvenez, là, chaque idée organisatrice est divisée en différentes sous-rangées. Je vois qu'Annie a fait « Oh, je ne sais pas! » OK, c'est nouveaux mots, formation de mots et orthographe. Je sais que ça pouvait mélanger, là, mais en français, c'est parce que la virgule, il y a une virgule, là. Mais c'était quand même 2 choses, c'est les nouveaux mots et l'orthographe. Et aujourd'hui, on va vraiment parler plus des nouveaux mots. L'orthographe, on va y toucher plus quand on va parler de la production de texte. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, rien n'a changé. OK, dernière question, là. La grammaire compte combien de sous-rangées? Combien, on l'a divisé en combien?
de choses dans le programme d'études? Il y en a 4. OK? Il y a, dans ma grammaire, j'ai la grammaire de la phrase, classe de mots, conjugaison de verbes et la ponctuation. Ce sont mes 4 domaines, mes 4 sous-rangées à l'intérieur de la grammaire, comme ça qu'on l'a morcelé. OK? Dans un sens, savez-vous quoi? Je suis contente que vous ayez fait des erreurs parce que vous allez vous en souvenir. C'est comme ça qu'on s'en souvient. Alors, numéro 3, le tigre. Numéro 2, le panda. Et numéro 1, oh, attention. Oh, on a ici notre, je pense que c'est un orignal, c'est ça? Je crois que oui. OK, bravo. Maintenant, on va retourner à notre présentation. C'est juste pour une façon de faire une petite révision de ce qu'on a fait la dernière fois. D'accord. Là, vous voyez mon écran toujours? Là, maintenant, on est retourné sur Oui, parfait. OK. Donc, aujourd'hui, quand on parle des 9 organisations, des idées organisatrices, aujourd'hui, évidemment, on va mettre l'accent sur la compréhension de texte. Mais pour ce faire, on va s'aider par l'organisation de texte, OK? Parce que ça, c'est comme le parapluie de tout notre programme d'études. Et on va aborder le vocabulaire, la phonographie, c'est-à-dire la correspondance graphème-phonème. On va parler aussi de fluidité en lecture. Ça, c'est nouveau à quelque part, là, que ce soit spécifique dans notre programme d'études et évidemment la grammaire. Surtout pour ceux et celles qui sont en 3e année, la grammaire est un petit peu plus, je dirais, spécifique qu'elle ne l'était avant. OK. Donc, juste pour vous montrer, vous avez probablement déjà vu les 5 piliers de la littératie. Ils font partie du nouveau programme d'études. Donc, la dernière fois, on avait parlé de conscience phonologique. Aujourd'hui, on va aborder la phonographie, la fluidité, qui est aussi dans le programme d'études, le vocabulaire et la compréhension. OK? Je veux juste faire un point ici. Présentement, là, ce qu'on voit, ce qu'on entend beaucoup, là, on travaille beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la conscience phonologique et la phonographie. C'est super important pour nos élèves. C'est certain qu'il leur donner le code. Mais il ne faut pas oublier que le but de la lecture, c'est de comprendre ce qu'on lit, de comprendre un message. Donc, il faut travailler la compréhension aussi. On ne fait pas que du décodage, il faut vraiment aller aussi avec la compréhension et travailler le vocabulaire. Alors ici, je vous ai juste mis un peu là, des définitions des composantes qu'on retrouve. Souvent, on va entendre parler de phonétique, mais dans le programme d'études, on va utiliser la terminologie phonographie. Okay, donc, c'est vraiment là, connaître la relation entre les sons et les lettres, les graphèmes. Et on parle vraiment là, du vocabulaire qu'on va partir de l'oral pour s'amener à l'écrit. Et la fluidité en lecture, là, c'est vraiment là, on veut vraiment lire avec précision, avec fluidité et pour en saisir le sens. Ça ne veut pas dire qu'on va chronométrer nos élèves. La vitesse n'a rien à voir avec la fluidité. L'idée ici, c'est qu'on peut avoir un élève qui va lire peut-être d'une façon plus lente, mais s'il comprend le message, sa fluidité est correcte pour lui. OK? Mais évidemment que si un élève prend trop de temps à décoder, bien, c'est sûr que sa fluidité va avoir un effet sur sa compréhension. Donc, je sais qu'il y a souvent des méthodes qu'on utilise de chronométrer les élèves, mais il n'y a rien qui prouve que si tu lises plus vite ou moins vite, que tu vas avoir une compréhension du texte. Voilà. Donc, évidemment, la compréhension de lecture, c'est vraiment le but là, de lire un texte. Dans le nouveau programme d'études, puis ça, on va en reparler un petit peu plus tard, les textes sont lus, vus, entendus. Okay? Donc, ce n'est pas qu'un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être un balado. C'est quand même intéressant. On dit une vidéo, un balado. C'est intéressant quand même. Donc, nos élèves, ils peuvent être mélangés. Des fois, savoir comment dire masculin, féminin, parce qu'on va faire une activité avec ça. Des fois, c'est mêlant en français. Voilà. Donc, je veux que vous lisiez. En haut, c'est en français, en bas, c'est en anglais. Et
Vous allez me lire et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que votre cerveau peut donner un sens à ça, ce que vous avez lu? Oui? OK. Est-ce que est-ce que c'était plus facile en français ou en anglais? Ou les deux, c'était pareil? Pour moi, Oups. Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro pour le dire. Qu'est-ce qui était plus facile en français ou en anglais? Pareil pour toi, Isabelle? OK. Ici, ça a été pas mal pareil pour mes collègues. Moi, c'est français parce que je lis pas très bien en anglais du tout. OK, oui. Mhm. Bon, Oui. Oui, Véronique? moi, ça a été un peu facile parce que je retrouvais les mots en français. Je ne lis pas en anglais, ça va être compliqué. Mais en français, je D'accord. retrouvais les mots. Je Oui. voyais que c'était renversé, c'était en désordre. Je pouvais, voilà. Oui, excellent. C'est ça, parce que ça dépend, puis c'est un peu comme nos élèves. Nos élèves, là, de maternelle à troisième année, probablement qu'ils ne seraient pas capables de lire un texte comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore le lexique, leur lexique mental n'est pas encore développé. Nous, on peut voir, parce que les connexions se font tellement rapidement dans notre cerveau, on n'a plus besoin de regarder chaque lettre. On va le voir le mot en entier, ce qui donne la fausse impression qu'on apprend des mots avec, tu sais, comme des mots fréquents là, avec des cartes. Mais ce n'est pas vrai, c'est juste parce que nos connexions vont tellement vite mais on les décode à quelque part, mais ça va vite. Donc, c'est pour ça. Mais si on ne possède pas la langue, comme il y en a pour qui c'est plus difficile de le lire en anglais, donc ça devient parce que là, on n'a pas encore ce lexique mental-là de lecture en anglais. OK? Alors, si on revient à notre programme d'études, dans la compréhension de texte, on retrouve deux sous-rangées. Ça, c'est des choses que vous faites déjà. Là, c'est pas le nouveau programme n'a pas rien réinventé en ce sens. Alors, on a ici, en maternelle, la stratégie, discuter du sens global contenu dans des textes. OK? Souvent, on fait ça, on lit un livre, on demande aux élèves, est-ce que tu as compris l'histoire? Qu'est-ce que tu retiens? En première année, je veux juste attirer votre attention, la colonne de connaissances est très importante aussi. Hein. Souvent, on va aller voir rapidement celle-là des habiletés parce que c'est ce qu'on va évaluer, mais la colonne des connaissances va vous dire aussi, puis vous allez voir plus tard aussi en grammaire, quelles sont les choses vraiment spécifiques qu'on doit enseigner. Les indices sonores dans des textes comprennent les effets sonores et la musique. On peut faire un lien ici avec, quand on va parler de lecture, de fluidité de lecture, de la prosodie. OK? Et on peut faire aussi le lien avec les effets sonores, ce sont les rimes, ce sont quand on joue avec les mots, donc on le fait aussi à l'oral. Donc, même si c'est quelque chose qui se fait à l'écrit, parce qu'on est dans la compression écrite, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve à l'oral dans le programme d'études. On a aussi, qu'on fait déjà, faire des prédictions quand on demande aux élèves qu'est-ce que tu penses qui va arriver après. C'est encore là, on va utiliser nos indices visuels et nos indices sonores. Les indices sonores, ça peut être un mot, ça peut être le son, la terminologie d'un mot, et ça peut être aussi visuel, l'image. OK? Donc ici, quand je dis l'image, on va s'en servir. Quand on va lire, moi, si je lis un livre à mes élèves, je vais me servir de l'image aussi. Et là, ce n'est pas la même chose que faire du décodage qu'on veut que l'élève lise le mot. Okay? Là, on veut comprendre le sens. Donc, oui, on va s'en servir de l'image. Okay? Ensuite, on va vérifier sa compréhension en posant des questions. Mais ça, c'est des choses que vous faites déjà. Okay? Donc, ce n'est rien de nouveau. Et on va décrire des images mentales qui sont évoquées par le texte. Ça, là, c'est toute la métacognition. Ça, c'est ce qui fait partie du programme d'études. On veut vraiment aider nos élèves à penser à comment ils apprennent. Il faut le modéliser avec eux. Okay?
Donc, ici, en deuxième année, on va un petit peu plus loin. Là, on parle d'intention de lecture. Là, ou de visionnement ou d'écoute. Okay? Donc, on veut vraiment que l'élève cible une intention et nous, c'est notre rôle comme enseignant de leur donner une intention. On va décrire et utiliser des stratégies qui appuient l'étape de lecture, du visionnement ou du texte. Okay? Quand je parle d'habilité métacognitive, c'est ça. Moi, je vais modéliser, je vais lire un livre, je vais décrire qu'est-ce qui se passe dans ma tête et aussi, un peu comme on fait ça en mathématiques avec la causerie mathématique. C'est la même chose qu'on va faire ici. Et on va trouver les indices qui peuvent permettre à faire des inférences. Donc, en troisième année, là, on parle d'inférence. C'est la première fois là, que cette terminologie-là rentre dans le programme d'études. Donc, essayez de lire entre les lignes un peu, là, c'est ce qu'on parle. Donc, ici, vraiment, on fait vraiment le lien encore de l'oral à l'écrit. On part du texte qu'on a lu ou entendu et ça n'a pas besoin d'être fait de façon autonome, en lecture autonome. Okay? Ça peut être fait très bien en lecture guidée ou par la lecture par un lecteur plus compétent. Même chose ici avec les réactions en lien avec un texte qu'on présente. C'est vraiment en lien avec la communication orale parce que là, on va exprimer des émotions. Donc, on n'a pas besoin, en maternelle, on ne demandera pas à notre élève d'exprimer de façon écrite. Ça va être vraiment plus verbalement. Okay? Maintenant, au niveau de l'organisation de texte, parce que là, ça, c'est le parapluie, je dirais, là, qui sous-tend tout notre programme. Et on voit ici qu'on parle dans le programme d'études, on dit une compréhension de l'organisation d'une variété de types et genres de textes favorise l'interprétation et la production de textes oraux et écrits. Et donc, on va présenter différents types de textes à nos élèves. On va parler ici de 2 sous-rangées. Elles sont les caractéristiques et les structures. Okay? Quand on parle de caractéristiques à la maternelle, on va aller repérer des textes dans son milieu. On va voir, tu sais, même des affiches, ce sont des textes. Okay? À la maternelle, là, ça fonctionne. Maintenant, quand on arrive en première année, on va un petit peu plus loin. Là, maintenant, on ne fait pas que repérer, on va les comparer. On va comparer ce que raconte une histoire et ce que donne un texte, par exemple, d'information. Okay? Dans le programme d'études, on parle de on utilise les 2 terminologies qu'on utilise, c'est le texte littéraire et le texte courant. Okay? C'est la nouvelle terminologie qu'on utilise. Donc ici, on ne le dit pas clairement, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, est-ce que c'est mon texte courant qui serait mon texte d'information, alors qu'une histoire serait, non, c'est littéraire. Oui, c'est ça. Ouais. Okay? Donc ici, là, en deuxième année, là, on utilise la terminologie courant et littéraire. Okay? Donc, reconnaître les similarités et des différences entre des textes littéraires et courants. Donc, ce sont mes histoires ici et courants, ce sont plus mes textes de type informatif. Et en troisième année, là, on va un petit peu plus en profondeur. Là, on va aller spécifier les types de textes qu'on veut évaluer, qu'on veut enseigner. Donc, on va avoir le texte narratif, on va voir le texte. Puis là, vous voyez ici, on utilise aussi la terminologie texte littéraire de type narratif, texte littéraire poétique et texte littéraire de type dialogal, comme par exemple le théâtre, des pièces de théâtre, ou encore des textes courants de type descriptif. Okay? Donc, c'est vraiment plus spécifique. Okay? On peut voir ici. L'autre chose, c'est que dans vos connaissances, ça vous dit quel type de texte que vous allez présenter à vos élèves. Okay? Donc, maternelle, l'histoire, la chanson, la comptine, la vidéo, la nature, le jeu de rôle. Okay? En première année, on ajoute l'abécédaire, la conversation. Et là, on va un petit peu plus en détail ici. Quand on arrive ici, en deuxième année, il y a le récit, la légende, le poème, la chanson, la comptine.
Et là, on va vraiment parler plus en le début, les lieux. Là, on va aller un petit peu plus loin, rendu en deuxième année, au niveau des caractéristiques des textes. Voilà. Donc, je vais vous montrer, vous l'aviez vu, ça, ce document-là. C'est un document qui est où on a, là, je montre seulement la première page, mais c'est vraiment plus spécifique. Si on va, là, vous allez pouvoir cliquer là-dessus et vous allez pouvoir voir tous les types de textes selon votre niveau. Donc, comme on peut voir, en deuxième année, on fait que le texte littéraire est courant. Et tandis qu'en troisième année, là, vraiment, on spécifie, là, on va travailler plus le texte littéraire parce qu'on va travailler les trois et on va commencer à travailler les textes courants. Si on va ici plus dans le détail, vous avez ici qu'est-ce que c'est exactement. Okay? Donc, quand mon texte maternel, comme je vous ai montré, les connaissances, c'est là qu'on les a pris. Okay? Le dictionnaire visuel, la petite annonce, les règles. Là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais là, qu'est-ce qu'on fait en écriture? Qu'est-ce qu'on fait en lecture? Il y a des choses il n'y a rien dans le programme d'études qui vous dit spécifiquement ce que vous devez faire à l'écrit comme tel. Okay? Mais on s'entend que si je suis en troisième année, par exemple, et que j'ai peut-être que je ne ferai pas des choses très, très spécifiques, comme la légende en deuxième année. Peut-être que je vais juste la lire. Mais peut-être qu'en écriture, ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais changer la fin. Quelque chose comme ça. Donc, les textes, c'est à votre choix, quelque part. Il faut juste que vous les enseigniez, mais où est-ce que vous choisissez d'utiliser? Il n'y a pas rien qui dit que vous devez faire tel type de texte à l'écrit aussi. OK? J'avoue que ce n'est pas très clair, là, mais on va essayer de créer quelque chose là, pour qu'il soit un petit peu plus clair pour vous. Là. Maintenant, je vous donne quelques petits liens avec pour des activités de compréhension. Il y a un site qui s'appelle Lire, écrire et compter, peut-être que vous connaissez, qui offre des activités gratuites. Donc, ça, c'est plus pour travailler l'inférence pour nos élèves là, de troisième année. Il y a le Jardin de Vicky. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Moi, je le recommande beaucoup parce que je trouve que pour 35 par année, au lieu d'aller sur différentes plateformes, vous avez beaucoup de choses et c'est de belle qualité. Donc, ici, je trouve qu'ils ont des petits textes, des fois, de compréhension de lecture. Et aussi, quand on parlons de lecture, quand on parlait de la métacognition, alors c'est une activité qui peut, il y a un petit document qui peut être bien. Je vous ai mis les liens ici. Et quand vous allez là, sur le site de Lire, écrire et compter, il y a beaucoup, beaucoup d'activités que vous pouvez télécharger gratuitement. On va aller maintenant dans les outils de la langue. Alors, on va parler aujourd'hui de vocabulaire, de conscience phonologique, mais je ne rentrerai pas en détail là-dedans parce qu'on l'a vu la dernière fois. La phonographie, on va aller un petit peu plus loin. La fluidité de lecture. On va parler un peu d'évaluation en lecture là, avec qu'est-ce qu'on fait avec nos GB+, parce que ça, c'est une question qui se pose. Et on va parler de la grammaire, puis je vais vous faire aussi quelques activités avec ça. Voilà. Donc, juste rapidement ici pour voir que le cerveau, ce n'est pas naturel pour notre cerveau d'apprendre à lire. Okay? Vous voyez ici, on a des entrées visuelles, la forme des mots. C'est que notre cerveau, avant, dans la partie plus en arrière, c'était pour voir des objets de loin et une forme de survie. Donc, si, par exemple, je voyais un mammouth qui arrivait, qu'il soit couché, debout, de dos, devant, je voyais que c'était un mammouth. Le problème avec ça, c'est que, et puis c'est pas aussi reconnaître des visages, mais le problème avec ça, c'est quand on lit, il y a des lettres qui sont un petit peu plus complexes à voir, parce que, par exemple, le B, P, D, Q, c'est une ligne et une courbe. Et notre cerveau, lui, il les voit comme une ligne et une courbe, peu importe où la lettre est placée dans l'espace, ça ne change pas pour le cerveau. Donc, il faut que ça soit appris. Donc, vous, ce que vous faites, c'est que vous aidez vos élèves à créer une boîte aux lettres parce que l'information passe par ici. Alors, elle va aller au langage et après, on va aller au sens.
OK? Donc, c'est tout un processus. Nous autres, on est bons. Là. Comme tantôt, l'activité de typoglycémie, vous faites, ça va directement au sens. Il y a pas de, on passe pas par, ça prend pas tant de temps que ça. C'est pour ça que nos élèves, quand ils lisent, des fois, ça prend du temps. Parce qu'ils décodent, parce que là, ils sont en train de regarder les lettres. Là, il faut qu'ils décodent le son qui va avec. Et là, ils sont en train de créer des connexions. Okay? Donc, le plus qu'on lit, le plus qu'on est exposé, le plus que ces connexions-là vont se faire rapidement, et là, on va pouvoir passer directement au sens. Mais ça prend du temps et ça prend un effort soutenu. Ce n'est pas facile à apprendre à lire. Donc, vous autres, ce que vous faites à quelque part, c'est un peu de l'orfèvrerie. Vous aidez vos élèves à changer les connexions de leur cerveau, comme on peut voir ici. Okay? Donc, nous, on est ici. Mais nos lecteurs, là, qui en émergence, sont plus, ça passe par un plus grand, c'est le réseau, là, il est moins direct. Donc, au niveau des sous-rangées, pour nous aider à apprendre à lire, on va avoir le vocabulaire. On le sait que les nouveaux mots, la formation de mots, c'est super important. Je ne toucherai pas vraiment à l'orthographe aujourd'hui. Je vais en parler plus quand on va aborder l'écriture. On va regarder un petit peu la conscience phonologique. On va y reviser parce qu'il y a des choses qu'on voit ici, qu'on retrouve dans d'autres sections du programme d'études. Et on va parler aussi de la phonographie, l'alphabet, de maternelle première année, et correspondance graphème-phonème. Ce sont les deux sous-rangées de la phonographie. Donc, dans notre vocabulaire, c'est la connaissance des mots et de leur sens, ce qui est essentiel au développement de la lecture, en particulier à la compréhension en lecture. De plus, les élèves ont besoin de compétences au niveau du vocabulaire pour comprendre le langage oral et communiquer leurs idées et leurs pensées aux autres. Donc, c'est comme on se nourrit, le langage oral nourrit la lecture et en ayant le sens, ça va nous aider à si je l'ai en langage oral, ça va être plus facile une fois que je le vois à l'écrit puis que je le code, de comprendre c'est quoi ce mot-là. Mais savez-vous que c'est la lecture qui constitue la plus grande source d'accroissement du vocabulaire? Mais pour ce faire, il faut donner des textes en lecture autonome, là, quand je parle à notre élève, dans lesquels 95% des mots doivent être connus, beaucoup, pour que l'élève comprenne, et autour de 97 à 98% pour amener à une acquisition incidente du vocabulaire. Okay? Donc, si on veut que notre élève, de façon indépendante, là, je parle plus vers troisième année, là, quand on va leur donner des textes de troisième année, on leur donne des textes. Et là, si on veut qu'ils apprennent du nouveau vocabulaire à partir des textes qu'on leur donne, il faut s'assurer qu'ils aient déjà 97 à 98% de ce vocabulaire-là. Okay? Donc, on pense, par exemple, quand on fait des tests de lecture, si on donne à nos élèves des textes qui sont nouveaux pour eux, qui ont beaucoup de mots de vocabulaire qu'ils ne connaissent pas, là, on parle ici pour qu'ils comprennent ce qu'ils lisent, il faut qu'il y ait 95% des mots qu'ils connaissent. Donc, il faut faire un travail en amont pour s'assurer que nos élèves aient toutes les clés pour être capables de lire et comprendre ce qu'ils lisent. Donc, puis là, ça devient un cercle vicieux parce que mon élève qui ne parle pas beaucoup, ne comprend pas beaucoup la langue, ne lira pas beaucoup, qui a de la difficulté en lecture, va avoir moins de vocabulaire, donc ça devient, donc nos plus forts qui lisent plus, eux autres, ils ont toujours plus de vocabulaire, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être, pour ces élèves qui sont plus en difficulté, il faut s'assurer qu'on va travailler le langage oral, leur compréhension orale. Ici, pour enseigner le vocabulaire, voilà les choses qui sont super importantes. On doit utiliser un enseignement qui est multimodal, de différentes façons. Okay? Je vais le faire soit par des textes, par le langage, par des images. On veut stimuler le cerveau de plus de manière possible. Là, je le dis, je le répète, et on doit avoir un enseignement qui est explicite et interactif. Nos élèves doivent faire partie de ça. Okay? On doit parler avec eux, on doit
ils doivent faire partie de cet enseignement-là. L'enseignement doit être contextuel aussi. Parce que si j'apprends un mot de vocabulaire puis qu'il n'y a rien pour le rattacher, bien, vous voyez ici cette image-là, là, ça, c'est, ils appellent ça en anglais link it, learn it, link it. Mais ça, c'est nos neurones dans le cerveau. Okay? Donc, s'il n'y a rien pour rattacher ça, ça va rester dans ma mémoire de travail, puis boum, c'est parti. Il n'y a rien pour l'ancrer vers la mémoire à long terme. Donc, il faut vraiment que ça soit contextuel. Donc, par exemple, l'utilisation des livres à jeunesse, c'est super important. Ou des activités que nos élèves aiment. Tu sais, des fois, on va dire, ah, tu ne peux pas lire tel texte parce que tu n'es pas rendu à ce niveau-là. Mais si votre élève, lui, par exemple, il adore le hockey, puis le livre, il n'est peut-être pas au niveau auquel il est, bien, probablement qu'il va être capable de le lire parce que lui, il a déjà probablement le vocabulaire contextuel par rapport à ça. Il a déjà des connaissances antérieures. OK? Donc, des fois, il faut faire attention avec ça quand on demande à nos élèves là, de ne pas lire tel type de livre parce que vous n'êtes pas rendu là. Il faut aussi, ce n'est pas juste le fait de ce que GB+ nous a donné comme résultat qui va déterminer où nos élèves qu'est-ce qu'ils vont lire. Je vous l'ai dit aussi, l'utilisation de la métalinguistique, le nommer pour le lier. C'est comme nous, on est comme un peu le cerveau externe de nos élèves. On va modéliser quand je vais lire un livre, je vais modéliser qu'est-ce qui se passe dans ma tête et je vais demander à mes élèves de m'expliquer ce qui se passe dans leur tête. Parce qu'en faisant ça, je le nomme, comme ça, je peux le lier dans le cerveau. Okay? C'est physiologique. On crée des connexions neuronales. Et une chose qui est super importante, c'est de réinvestir le vocabulaire. Souvent, nos élèves vont nous demander, Madame, Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on leur donne la réponse, mais on ne le réinvestit pas. On ne trouve pas, on ne travaille pas ce vocabulaire-là. Bien, ils vont l'oublier parce que il n'a pas été réinvesti, il faut le faire de plusieurs fois. Et aussi, il faut laisser des traces. Donc, l'écriture, des images, nos élèves, tu sais, comme des fois, on a des cahiers de vocabulaire, c'est super important, ça, pour que nos élèves soient capables d'avoir des traces. Puis eux, ils peuvent choisir la façon dont ils veulent laisser leurs traces aussi. Donc, peut-être plus vers la 3e année, là, peut-être à la première, 2e année, on les guide un petit peu plus, mais rendu en 3e année, c'est à eux à choisir. Je vous ai mis ici un lien. C'est un peu c'est le nouveau Jamboard, là, mais c'est Figma. Et parce que Jamboard n'existera plus, mais c'est une façon de faire malheureusement, on ne peut pas bien le voir, mais on peut faire des cartes sémantiques avec ça. Donc, pour aider nos élèves, pour nous le modéliser peut-être au tableau, si vous avez des tableaux interactifs, puis de le faire avec eux. Par exemple, on peut faire ça avec le vocabulaire, on peut faire ça avec la grammaire, on peut faire ça aussi avec les histoires. Donc, c'est vraiment important de réinvestir le vocabulaire puis de laisser des traces. Surtout quand on apprend un nouveau mot. Donc, Annie, plus spécifique. Oui. je m'excuse, Annie a une question. Oui, vas-y. Liette, ici, elle disait que Jamboard n'existera plus en janvier. C'est ça que j'ai entendu. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Fait que si vous avez des choses, conservez-les. OK? Téléchargez-les. Je sais. Ils n'ont pas fait une bonne publicité là-dessus, hein? Malheureusement. OK. Plus spécifiquement, pour enseigner le langage, donc on veut planifier, choisir les mots ciblés. Vous savez, sur ARPDC, on vous a fait une liste des mots entendus, lus, orthographiés. Vous pouvez vous baser là-dessus. Ça peut être aussi des mots, si vous choisissez un texte en particulier, puis il y a des mots que vous savez que vos élèves, je ne sais pas, moi, vous voulez travailler les homonymes, ben là, vous êtes en 3e année, là, on ne fait pas ça, mais je ne sais pas, le genre ou le genre et le nombre. Ben, peut-être que dans le texte, vous allez préparer ces mots-là pour vous assurer que ça va être ciblé. Okay? Donc, il faut faire beaucoup de travail en amont pour qu'on arrive préparé pour présenter notre vocabulaire puis pouvoir faire les liens. Donc, encore là, présenter les mots dans un contexte authentique et varié. Je peux réinvestir mon vocabulaire que j'apprends en français en mathématiques.
Il y a des mots qui sont pareils, là. On ne change pas de langue là, parce qu'on change de matière. Le mot « entre », c'est super important. Nos élèves ont de la difficulté avec ce mot-là, « entre ». Entre deux chiffres, entre deux mots. Donc, on peut le réinvestir dans plusieurs et aider nos élèves à faire les connexions parce que peut-être ils ne le feront pas, eux, de façon explicite, de façon implicite. Nous, il faut qu'on soit très explicite pour leur donner ça. Et il faut plus qu'expliquer les mots. Okay? Parce que des fois, comme je disais, on vient nous voir, qu'est-ce que ça veut dire? On leur donne, parce que je sais, là, on est dans le feu de l'action, mais il faut plus qu'expliquer puis dire ça veut dire ça. Il faut vraiment, tu sais, des fois, comme il faut peut-être le mimer avec nos élèves, on va leur demander de nous dire dans leurs propres mots. Il faut vraiment qu'il y ait aussi une responsabilité de l'élève pour pouvoir prendre la responsabilité aussi de son apprentissage. On a parlé d'utiliser des supports visuels, donc les images. En maternelle, on fait ça souvent. En maternelle, première année, on a souvent des images dans nos types avec les mots, avec certaines thématiques. Mais quand on arrive les niveaux plus élevés, des fois, on oublie. Mais c'est encore important pour surtout la période d'approbation. Et on va valoriser la réutilisation des mots travaillés. Bien, si mon élève réutilise le mot « Hey », je vais vraiment m'assurer que je vais dire « Hey, wow, super! J'aime ça comment tu as utilisé le mot qu'on vient de sortir dans tel livre. » Par exemple, il y avait un mot dans un des livres que je lisais, puis c'était « dégarpi ». C'est un grand mot. Puis là, peut-être l'élève va réutiliser ce mot-là à sa sauce, puis il va dire « Ah oui, mon ami a dégarpi. » Puis là, on peut dire « Ben, wow, super! » Donc, si on le sait que l'élève va l'utiliser, ça veut dire qu'il est bien ancré. Souvent, nos élèves, quand ils apprennent le vocabulaire, parce qu'il y a le langage réceptif et expressif. Souvent, nos élèves vont être forts au niveau réceptif. Ils vont comprendre ce qu'on leur dit. Mais ils ne l'utiliseront pas. Donc, il ne fera pas partie de leur vocabulaire expressif. Ça veut dire qu'ils ne possèdent pas encore en profondeur le mot. Donc, il faut réinvestir. C'est pour ça qu'il faut leur donner des occasions de le dire. Sinon, il ne viendra pas dans un apprentissage plus approfondi. Et le plus important, amusez-vous avec les mots. Hein? Parce que quand on a du plaisir, ben, ça nous reste. Et quand on fait des erreurs aussi, j'aurais dû ajouter ça, parce que des fois, il faut créer un petit peu de stress. Ce que la science cognitive nous dit, c'est que si on n'a pas un petit peu de stress, notre cerveau, là, lui, est toujours en mode, je dirais relax. Lui, il ne veut pas gaspiller de l'énergie pour rien. Donc, si on n'a pas un petit peu de stress, on ne fera pas le lien. Il n'y aura pas de lien qui se fait dans notre cerveau. Okay? Puis là, quand je dis le stress, ça ne veut pas dire commencez pas à stresser vos élèves là, demain matin, là, mais plus au niveau là, de, tu sais, juste des fois, oh mon Dieu, il faut que je donne une réponse ou comme ça, je vais peut-être m'en souvenir. Puis faire une erreur. Il n'y a pas personne qui aime ça, faire des erreurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui va rester dans notre cerveau. Et si on revient à notre programme d'études, parce que là, je refais le lien, vous avez vos nouveaux mots ici et formation de mots. Alors, on va en première année, excusez-moi, en première année, on va aller utiliser des mots tirés du quotidien, des expériences d'apprentissage et des textes. Donc, vous voyez ici, on peut le faire à l'oral, mais on peut aussi demander que nos élèves le fassent à l'écrit, comme le triage. On va faire une activité vers la fin en grammaire, mais qui va nous aider aussi avec le triage. Le triage, c'est une activité qui est super intéressante dans plein de domaines, pas seulement en mathématiques. Vous faites un lien aussi en mathématiques ici, puis ça fait partie d'enseignement des mathématiques, trier. Alors, par catégorie. Souvent, on va demander à des enfants de mettre, on va leur montrer des fruits, puis on va leur montrer une pomme, une orange, une banane, puis on va leur demander c'est quoi. Bien, il y a certains élèves qui ne savent pas c'est quoi la catégorie. OK? Mais ça, c'est quelque chose, puis avec le triage, on va les aider à le faire. La même chose ici, en deuxième année, on va un petit peu plus loin. Là, maintenant, on utilise nos nouveaux mots et tirer, c'est la même chose finalement, des expériences d'apprentissage et de texte. C'est la même chose. Fait qu'on retourne à ça,
Alors qu'en troisième année, pour nous aider avec le vocabulaire, là, on parle de morphologie. OK? Ça, c'est nouveau aussi, la morphologie. Et à quoi ça ressemble? Ce qui est bien, dans le programme d'études ici, on vous explique c'est quoi dans vos connaissances. Vous pouvez voir c'est quoi un morphème. Morphème, c'est ma plus petite unité porteuse de sens dans un mot. OK? Comme par exemple, danseur, ben, danse, c'est mon petite unité. Et heure, ben, c'est mon suffixe qui détermine que c'est une personne. Okay? Donc, on va utiliser, et la terminologie qu'on utilise dans le programme d'études, c'est racine. Parce que je sais que des fois, on entend base, racine. Là, base est plus utilisée pour les verbes et racine, ici, est plus utilisée pour les noms. Okay? Dans le programme d'études. Là, je ne fais pas un cours de linguistique là, parce qu'il y a quelqu'un pourrait s'obstiner avec moi, mais moi, je vous dis ce qui est dans le programme d'études. Okay? Donc, ici, la même chose, on va parler des mots de même famille, on va parler des préfixes en troisième année et on va faire les liens entre le sens des mots ayant des morphèmes communs. Parce que des fois, ça peut changer le sens de mon mot. Okay? Donc, le sens est lié au vocabulaire, évidemment. Donc, je vous ai mis quelques petites choses qui peuvent peut-être aider avec la morphologie. Ici, MorphoPlus, c'est un site au Québec qui est vraiment bien. C'est fait par une chercheure, Nathalie Chapelot. Il y a plein d'activités ici que vous pouvez télécharger par niveau, de niveau première à troisième année. C'est ça, c'est au Québec, langue première, mais quand même, je pense qu'en troisième année, ce serait bien. Il y a une belle progression. Ce que j'aime aussi, vous avez une planification aussi qui est là-dedans, qui peut vous aider avec comment construire puis aider nos élèves avec ça. Et il y a aussi, je l'ai trouvé où ça? Ils ont une évaluation. Elle est où, mon évaluation? Oh, évaluation. Vous avez une évaluation morphologique qui existe et qui est gratuite, que vous pouvez télécharger. Mais là, vous avez les résultats, vous avez tout le guide complet, le protocole de passation. Tout est là, vous imprimez, c'est gratuit. Je vous suggère de faire là, les plus petits là, parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a plein d'activités. Vous avez même des jeux de morphologie ici pour le premier cycle, vous voyez, là, et donc vous avez plein de choses là-dessus. Donc, si vous cherchez des activités et c'est bien fait, ils ont aussi un livre, je crois, eux, me semble. Oui, ils ont un livre, oui, ils ont un jeu, eux, c'est un arbre, là, vous voyez la petite feuille, là. Ils ont un livre avec un arbre. Un autre, c'est vraiment bien, c'est au Québec, ça s'appelle EER.qc.ca. Ils ont plein de choses vraiment sur différents sujets. Et là, ici, c'est enseigner la morphologie. Vous avez un prof, c'est École en réseau. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ils ont plein de... c'est quoi la morphologie, comment l'enseigner. Donc, je vous ai mis le lien là-dessus aussi pour que vous puissiez aller voir et peut-être vous donner des idées. Puis voyez-vous, regarde, on parle aussi justement de MorphoPlus à l'intérieur de ça. Et même, j'ai trouvé un document de la France. On parle de MorphoPlus. Donc, je sais que c'est un bon... si les Français décident qu'ils prennent quelque chose du Québec, c'est peut-être parce que c'est bon. Alors, c'est très, très bien fait. C'est basé sur les recherches qui sont faites. Sur le site Teachers Pay Teachers maintenant, il s'appelle AlphaGraph. Il y a énormément de choses, mais moi, je vous ai sorti ce qui fait du sens pour vous, là. Alors, il y a Morphographe, qui est, encore là, c'est gratuit. On aime ça quand c'est gratuit. Et vous avez plein des cartes ici pour travailler les morphèmes. Okay? Donc, vous allez avoir tous les liens. Et l'autre chose que je vous invite, si jamais vous voulez en savoir plus, puis aller un petit peu plus en détail là-dedans, il y a Finno Éducation, qui offre des sessions en ligne en morphologie. J'en ai fait une. La dame qui l'a fait, elle est fantastique. C'est un prof d'université de Montréal ou de Québec à Montréal. Je l'ai mal tout le temps.
Anila Feggio. Elle est vraiment super bonne et elle donne plein d'idées, puis elle explique vraiment comment enseigner le pourquoi. Et elle a aussi, Finot, je ne sais pas si vos écoles ont ça, il y a la famille, comment on appelle ça? Non, la famille des... Ils ont la famille des mots, c'est ça? Famille des mots et histoire. Histoire de famille. Oui, oui. Oui, ouais, parfait, merci Margot. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment bien fait. Donc, ça, c'est une autre place où vous pouvez aller chercher de l'information. Et peut-être, qui sait, l'année prochaine, c'est une autre des personnes qui est sur ma liste de personnes que j'aimerais qui viennent en Alberta pour pouvoir aller un petit peu plus loin en morphologie avec les profs. Je regarde le temps. Alors, je vais continuer un autre 10 minutes, ça vous va? Puis après, on prendra une petite pause? Oui? OK. Donc, juste pour faire un retour sur la phonologie, OK, vous vous souvenez, phonologie, c'est à l'oral. OK? Si les enfants savent parler, ils peuvent fusionner les sons pour former des mots. S'ils ne parviennent pas à fusionner lorsqu'ils apprennent à lire, c'est probablement parce que, pour une raison ou une autre, ils ont besoin de beaucoup plus de pratique pour relier les graphies au son. Okay? Donc là, on s'en va vers la phonographie. Donc, l'idée de la phonologie, ce n'est pas rester là, c'est d'amener le sens entre l'oral et l'écrit. Donc, quel est ce symbole-là? Quel est le son qu'il représente? C'est ça le but de la chose. Donc, ici, on peut faire pour la maternelle, par exemple, certaines activités qui vont aider nos élèves à faire le lien entre l'oral et l'écrit. Par exemple, dans ma classe que je faisais en maternelle, mes élèves avaient toujours leur nom et je commençais l'année avec leur photo, comme c'est plus facile de reconnaître leur nom. Et ensuite, ben, quand ils prenaient ils arrivaient, ils prenaient leur nom et ils mettaient, puis là, il fallait qu'il y avait une petite question de la journée aussi. Et là, ils mettaient leur nom. Donc, il fallait qu'ils reconnaissent leur nom. Ensuite, ben, on enlève la photo. Hein, tout le monde est bon. On est capable de le faire. Et par la suite, on est capable de lire les noms de nos amis. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie du programme d'études, que nos élèves de maternelle soient capables de lire et écrire leur prénom. Okay? Donc, ça, c'est une façon que je faisais, puis c'était très simple. Puis même, j'ai fait ça avec les noms de famille, parce que des fois, c'est difficile pour certains de nos élèves de reconnaître leur nom de famille ou de l'écrire, même si ça ne fait pas partie vraiment du programme d'études maintenant, là, en maternelle. Je pense que c'est important quand même, de le faire. Une autre activité, c'est, par exemple, le tunnel. On pouvait prendre un mot, puis une lettre, puis là, puis là, on pouvait dire un mot après qui était avec la lettre, puis un mot qui peut-être commençait ou qui avait le son dedans. Une chose que je faisais aussi, mais ça, c'est plus au niveau, graphème phonème. On peut choisir une lettre et des fois, vous avez 5 minutes là, pour mettre vos élèves en ligne. Ben, c'est souvent des petites activités de phonologie puis phonographie qu'on peut faire. Donc, j'avais la lettre A, par exemple, puis je disais, si tu as la lettre A, va te mettre en ligne. Donc, les élèves pensaient à leur prénom, puis s'il y avait la lettre A dans leur prénom, ils allaient se mettre en ligne. On peut le faire avec le son. Si je veux juste travailler la conscience phonologique, je le fais qu'avec le son. Mais c'est intéressant parce qu'avec le son, par exemple, le son K, il y a plusieurs façons d'écrire le son K. Et là, c'est intéressant parce que j'avais des élèves, c'était anglophone évidemment, donc il y a beaucoup de K et il y a des C. Alors là, c'est intéressant de voir ce que les élèves font entre eux autres. Mais non, toi, tu l'as, tu as le son K, parce que toi, tu as la lettre K dans toi. Donc là, ils sont capables de visualiser, de faire le lien entre ce qu'ils entendent et la représentation de ce son-là qui peut être fait de plusieurs façons. Il peut avoir plusieurs graphèmes. Et l'autre chose aussi que j'utilisais beaucoup, c'est des messages que j'utilisais pour travailler toutes sortes de choses. Puis ça, c'était à la maternelle. Juste, je présente le texte, je le lis avec eux, mais quelque chose qu'il faut enseigner à nos élèves, là, bien, voyez, il y a une raison pourquoi j'ai une flèche là, ça commence à gauche, en haut à gauche. Parce que ça fait partie du programme d'études. Nos élèves doivent savoir ça. Et j'imagine que vos élèves de deuxième année encore, il y en a qui ont de la misère encore de savoir où commencer.
hein? Puis pas tous, là, mais il y en a qui ont encore de la difficulté. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et ce que je faisais, c'est que j'avais toujours bonjour les amis, quelles choses sont rouges, par exemple, peu importe le vocabulaire en même temps, le feu est rouge. Et là, j'utilisais aussi, il y a des documents, le Jardin de vécu, ils ont beaucoup, beaucoup de phrases du jour. Des fois, là, quand on a juste besoin un petit peu d'imagination quand on n'en a plus, là, on est fatigué, là, parce que je comprends que tout le monde est fatigué. Donc, je trouve qu'ils sont bien faits. Et l'autre chose que je faisais avec les prénoms, ben là, on chantait la chanson Bonjour, puis avec le nom. Et là, si je fais mon lien avec la phonographie, je vais mettre la lettre, on va faire une substitution. Là, je parle de ma phonologie. Je vais substituer le premier son. Puis là, par exemple, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, on fait le son L. Okay? La lettre L. Donc, je vais changer, je vais substituer. Au lieu de sk, c'est L, qu'est-ce que ça va faire? Lolton. Puis là, on va l'écrire aussi parce que là, je fais le rapport entre la conscience phonologique et la phonographie. Okay? Donc, on pourrait le faire avec, et là, s'ils trouvent ça drôle, puis quand on change la terminaison, la même chose, on pourrait travailler les rimes avec ça. Comment qu'on pourrait faire pour que nos trois amis aient le même son à la fin? Et là, on peut le changer là, à l'écrit aussi. Cold, ben, je vais enlever un N, ça va faire cold toe, T-O, au clos, puis là, ils trouvent ça drôle. Mais ils s'en souviennent. Puis je vous dirais que mes élèves, si j'oubliais de le faire, ce genre d'activité-là, je me le faisais dire. Okay? Donc, ça, c'est juste des messages du jour pour travailler. Des fois, là, un petit 5 minutes juste pour travailler quelque chose et faire de la révision. Alors, une autre façon de travailler la fusion, c'est, encore là, je vous ai mis le lien. C'est un autre document que Michel Mineur-Corriveau ont créé avec son équipe. Et c'est un tableau de fusion pour travailler là, avec les lettres et les mettre ensemble. Ce que j'utilisais aussi, là, les petits dés que vous trouvez au Dollarama en caoutchouc, c'est rouge et bleu. La raison pour laquelle j'utilise ces couleurs-là, c'est parce que le rouge, c'est mes voyelles et le bleu, ce sont mes consonnes. Parce que ça fait partie du programme d'études, je dois enseigner à mes élèves la distinction entre une voyelle et une consonne. Et ce que je faisais, j'utilisais, soit que vous pouvez utiliser un tableau comme ça ou encore des boîtes Elkonen, j'avais mis les couleurs. Puis supposons que je travaillais CVC, consonne, voyelle, consonne. Et là, c'est des non-mots. Ça n'a pas besoin d'être des mots là, qui veulent qui ont un sens. L'élève roule le dé, puis la première, c'est une consonne. Donc, je ne sais pas, moi, il y a B, la lettre B. Et là, la deuxième, et là, je ne sais pas, moi, je suis en première année, je fais le son OU. Donc, et là, mon deuxième, parce que je peux mettre mon graphème complexe sur mon dé. Là, c'est ou. Là, ma dernière consonne va être donc bout. Okay? Donc, c'est une façon, là, puis on réinvestit les élèves, travaillent la conscience phonologique, la phonographie, puis aussi la lecture. Donc, lire ces mots-là et les décoder. Et je pourrais même aller plus loin avec mes élèves de troisième année ou même de deuxième année. Écrivez-moi, on peut appeler ça les mots farfelus. Alors, écrivez-moi un sens. C'est quoi le sens? Donc là, je travaille mon vocabulaire, je travaille mon décodage, je travaille ma lecture, puis je travaille mon sens en vocabulaire. Je travaille 4 choses en une activité. Voilà. Et parlant de phonographie, il y a 2 sous-rangées et je sais que ce n'est pas tout le monde qui va faire l'alphabet. En français, en langue première, c'est juste en première année. Mais on s'entend que peut-être nos élèves en deuxième année qui ont peut-être une compréhension fragile, il faut y retourner. Mais voyez ici, distinguer les voyelles des consonnes. Alors, j'ai une question pour vous. Quelle est la différence entre une voyelle et une consonne? Est-ce qu'il y en a qui osent se risquer? La prise de risque, ça fait partie du programme d'études. Je vais essayer. Oui, vas-y, Annie.
OK, une voyelle, le son vient d'ici, c'est long, puis c'est le son, sauf le grec, le son a le même nom que son nom. Le nom a le même son que son son. En tout cas, les deux se disent. OK. OK. Combien y a-t-il OK, je vais poser une autre question après. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner peut-être une autre définition? Allô? Oui? Je pense que Oups, on il y a a de des l'écho. problèmes de micro. Je pense que c'est les voyelles qui permettent de former les syllabes et donner les sons aux syllabes. Parce qu'on ne peut pas avoir de son avec deux consonnes. OK. OK, parfait. Un autre? Est-ce que vous m'entendez? Et là, Est-ce que Patricia, tu voulais dire quelque Oui. chose? Est-ce que Oui. vous m'entendez? Oui, oui. Et les voyelles, la bouche est ouverte. Le son sort, je sais plus, je pense. La bouche est ouverte et les consonnes, la bouche est fermée. OK. Intéressant. Combien a-t-il de voyelles en français? De sons voyelles? Oh, je vous ai dit ça la dernière fois. Combien a-t-on de sons voyelles? De son, De sons voyelles. c'était pas le 36 ou le 34? Ah, ça, ce sont mes phonèmes en total. Ok, De on est tous en mes train de tout sons. confondre. OK, bien, c'est pour ça qu'on fait de la révision. Vous voyez, là, moi, je modélise pour vous. Alors, on a 36 sons, 36 phonèmes, mais à l'intérieur de mes 36 sons, j'ai des sons voyelles. Mes sons voyelles, ce sont un peu ce que tu disais, Patricia, ce sont mes sons qui n'ont aucune obstruction. Okay? Un peu ce que tu disais aussi, Annie, il n'y a aucune obstruction d'air. Et il y en a 16. D'accord? Alors, souvent, on va parler de lettres voyelles, A, E, I, O, U, puis des fois Y, mais c'est plus que ça. Mes sons voyelles sont en, ou, e, on, voix. Ah, mon Dieu, je ne les ai pas devant moi, là. Est-ce qu'il y en a d'autres à. O. Ah, ben non, mais c'est O. Ben oui, c'est pas- A, E, I, O, U. Wa, ou, e. Hein? Oui, hein. Oups. Hein. Ouais. Donc, Je disais un. oui, hein. Hein. Un. J'avais oublié un aussi. Donc, tous ces sons-là qui n'ont aucune restriction. C'est vrai que dans mes sons consonnes, je vais avoir toutes les autres. Là. Ça, c'est plus facile, mais comme le c'est vrai, ma bouche est fermée. B, d. Ben, de, A, de, moins, de. Et faites attention quand vous dites les sons consonnes ou à vos élèves de ne pas étirer puis d'ajouter le E à la fin pour faire de. Parce qu'après, ça va être difficile de faire de. Ah. Donc, on veut vraiment qu'ils soient capables de fusionner. Parce que ce n'est pas le mot dent, ce n'est pas de, c'est dent. OK? Donc, c'est la différence. Donc, ça s'enseigne à nos élèves. Quelle est la différence entre un son voyelle et aussi à l'écrit? Si je fais mon lien à l'écrit, ça a été dit aussi, on a toujours besoin d'une voyelle pour faire sonner nos consonnes. Parce que sinon, ma consonne, pensez au mot loup et au mot loupe. Okay? C'est quoi la différence à l'écrit entre loup et loupe? Il y a un E à la fin. Il y a un E à la fin. Et c'est quoi le rôle de mon E à la fin? De faire sonner le P. Exactement. Donc, si j'avais pas, bravo Isabelle, c'est un morceau de robot. Si j'ai, parce que mon mot loup, un loup, ben mon P n'est pas suivi d'une voyelle, donc il ne sonne pas. Okay? Quand on va parler de régularité orthographique, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître c'est quoi une voyelle, c'est quoi une consonne. Parce que si on leur dit, ben, la voyelle à la fin, elle est muette, pas la voyelle, ben, ça pourrait être la voyelle. Ben oui, la voyelle, elle peut être muette, mais ma consonne à la fin d'un mot,
elle est muette. Là, je sais qu'il y a des exceptions, là, on ne les sortira pas, là, mais il y en a, comme os, comme bus, comme il y en a, mais de façon générale, la consonne qui est à la fin d'un mot, elle est muette. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'enseigner ça. Puis, si vos élèves, parce que si en deuxième, troisième année, vos élèves ne l'ont pas encore bien saisi, la distinction entre la voyelle, retournez-y, parce que ça va les aider pour plus tard pour en lecture et en écriture. On parle aussi de correspondance graphème-phonème. Okay? Vous avez une liste de sons et de lettres à enseigner, de graphèmes à enseigner. Il n'y a pas dans le programme d'études, à part qu'est-ce que vous devez enseigner, il n'y a pas d'ordre spécifique. Okay? Ce qu'on sait, c'est qu'on veut enseigner d'une façon du plus transparent au plus complexe. J'enseignerai pas, je passerai pas probablement énormément de temps sur la lettre X, parce qu'en français, on ne l'utilise pas beaucoup. Okay? La lettre W, savez-vous qu'aucun mot en français commence avec la lettre W. Ce sont toutes des emprunts. Donc, le son, la lettre W, quel est le son qu'elle fait? Wa. Qu'est-ce que ça, c'est quoi l'autre façon d'écrire le son wa en français? Oui, Annie, tu as levé la main? On se demandait, wapiti, c'est un emprunt de quelle langue? Autochtone, mais je ne sais pas laquelle, là, mais c'est une langue autochtone. OK. Oui. Non, il n'y a aucun nom. Donc, wa, on va l'écrire OI en français. Donc, ça se dit à nos élèves parce qu'ils ne savent peut-être pas, surtout si leur langue première, même si je sais qu'ils sont en milieu francophone, mais on le sait que la majorité de nos élèves ne parlent pas tous à la maison en français. Donc, en français, c'est wa, OI, qu'on va utiliser. Puis, c'est un son consonne ou un son voyelle? Wa. Voyelle. Voyelle, oui, parce qu'il n'y a pas d'obstruction. Bravo. OK, vous allez être bonne. OK, je sais, je vous donne énormément d'informations. Puis s'il y a des choses qui sont nouvelles, des fois, on oublie, puis c'est normal. Là. OK, mais vous allez m'entendre répéter ça souvent. Alors, pour terminer, avant qu'on prenne une petite pause bio, je veux juste souligner les points importants. Donc, l'enseignement doit toujours être explicite, structuré et planifié. Planifiez ce que vous enseignez. OK? Surtout quand on parle de vocabulaire et qu'on parle de lecture. On parle de concept gauche-droite. C'est même dans le programme d'études. Okay? Nos élèves, ils doivent comprendre que, puis ça, on le fait en lecture aussi, parce que je lis de gauche à droite. Mes mots sont écrits de gauche à droite. Avant, après, entre. Si je ne sais pas ça, par exemple, si je dis oiseau, pourquoi le S fait le son Z, madame? Pourquoi? Dans le mot oiseau. Il est entre deux voyelles. Ah! Hein, faut que je connaisse mes voyelles. Je ne sais pas, je vais dire à mon élève, ben, il est entre deux voyelles. Mais lui, il n'a aucune idée c'est quoi une voyelle. OK? Fait qu'il ça ne fera pas de sens pour lui. Donc, c'est pour ça que c'est important. Vous voyez comment tout est interrelié. On doit faire aussi la différence entre un graphème et un phonème. Comment j'écris un son, comment je l'entends, parce que, par exemple, je vais l'écrire de plusieurs façons. Et il faut aussi enseigner la fréquence. En français, le « q », on va l'utiliser, sous quelle forme vous pensez qu'on l'utilise le plus en français? Le son « q ». Oh là, je vous pose une question. Hein? QU. QU, oui. On n'utilise pas beaucoup, par exemple, le K. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. Donc, ça va être entre le C et le QU. QU. Mais on sait que le QU est toujours suivi d'un E à la fin d'un mot. Donc, à la fin d'un mot, mes chances sont beaucoup plus grandes que ce soit QUE qu'un C ou qu'un K. Okay? Donc, ça, on leur enlève la surcharge cognitive quand on leur dit ça à nos élèves. Ils n'ont pas besoin de deviner. Tu as plus de chances, tu as moins de chances de faire une erreur si tu utilises le QUE à la fin d'un mot. Okay? Au début d'un mot, ça va être un petit peu différent, là, mais à la fin d'un mot.
On va aussi, on va suivre une progression du plus simple au plus complexe. Puis là, ici, je vous ai mis des liens. C'est une progression qu'on vous suggère, mais il y en a d'autres qui existent, là. Faites attention de ne pas faire que les voyelles en partant. Juste ça. Parce que la raison, je vous dis ça là, à la maternelle, surtout première année, on veut faire de la fusion le plus rapidement possible. Donc, si je fais A, E, I, O, U, je ne peux pas les fusionner très vite. Donc, je veux, puis en plus, je veux à peu près faire 2 à 3 correspondances graphème-phonème. Je sais qu'il y en a plusieurs qui font qu'une par semaine, mais on suggère de le faire 2 à 3 parce qu'on veut le plus rapidement qu'ils fusionnent puis qu'ils lisent des mots. Donc, par exemple, si je fais A, E, I, O, U, je ne peux pas faire grand-chose avec ça en termes de fusion. Mais si je fais A, L, le L, bien là, tout de suite, je peux commencer à faire la. Tout de suite, tu sais, là, je fais vraiment de l'oral à l'écrit, puis on le fait plus rapidement. On a parlé des régularités orthographiques et aussi, je vous ai juste dit que des fois... Oui, Margot, tu avais une question? Sais-tu s'il existe comme une Bible avec les régularités orthographiques? Parce que Oui. souvent, on les connaît pas nous-mêmes, là. On peut aller faire des recherches et tout, mais ça serait le fun. Oui, j'ai un document qui est facile, puis je vais le mettre le lien Super. durant la pause. Je vais me faire une note. Merci beaucoup. Oui, parce que je sais, c'est pas... Oui, Puis évidemment. ça change des fois aussi avec la nouvelle orthographe aussi. Hein? OK, parfait. Merci. Et, OK, je vous ai juste dit, tu sais, d'utiliser là, certaines, surtout pour les petits, des polices d'écriture qui sont plus faciles pour nos élèves à les lire, sauf que il faut aussi les exposer à d'autres façons, mais on veut aussi quand même pour au début là, enlever un peu là, cette surcharge de travail-là. Le A, là, essayer de le présenter toujours de la même façon au départ, là, parce que, tu sais, comme ici, le A comme ça, là, je sais qu'ils vont le voir, mais quand on commence, on est dans la phase d'approbation, là, commencer avec peut-être une façon pour qu'ils puissent faire les liens. Et t'avais-tu une autre question, Margot? Non? OK, parce que ta main est encore levée. OK. Et on parle aussi d'évaluation formative à intervalles réguliers. Évaluez vos élèves. Ça ne veut pas dire faire un examen, là. Juste poser des questions à vos élèves. Faites des jeux, observez ce qu'ils font. Prenez des notes. OK? Peut-être que c'est moi parce que j'ai mon background comme thérapeute, mais prenez des notes. Puis voilà. Et n'oubliez pas, l'élève doit vivre du succès pour garder sa motivation. Parce que si je n'ai pas beaucoup de motivation, si c'est dur et que je n'ai pas ben de succès, ça ne me tentera pas. C'est pour ça qu'il faut choisir des livres qui sont à la pointure de nos élèves et non pas par rapport à un niveau déterminé. Donc, on veut qu'ils aient les outils pour être capables de lire. Alors, on va prendre une pause ici. Et on va se revoir dans 10 minutes, ça vous va? Puis je vais vous mettre le lien là, dans les régularités orthographiques comme ça. Vous aurez ça. Alors, oups, je vais tasser, je suis un petit peu sur mon écran. OK, on va parler de fluidité de lecture maintenant. Alors, dans le programme d'études, il y a 2 sections. Il y a les reconnaissances automatiques des mots et la lecture expressive et la prosodie. Donc, dans la reconnaissance des mots, on parle ici, comme je vous ai dit tantôt, le concept droite-gauche, il est dedans, maternelle. Okay? On parle de reconnaître automatiquement de 5 à 10 mots fréquemment utilisés dans son milieu d'apprentissage. On va ici parler, maintenant rendu en première année, c'est 125 mots, alors qu'en deuxième année, c'est 300. Et là, en troisième année, on s'attend à ce que les élèves soient capables d'utiliser quand même un assez grand nombre. Je veux juste que vous fassiez attention. Ce n'est pas de la mémorisation en ce sens que, oui, peut-être à la maternelle, parce qu'on n'a pas tout, par exemple, le mot « dent », qui est un mot qu'on utilise beaucoup, D-A-N-S. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que nos élèves vont être capables de décoder en maternelle, mais peut-être première, deuxième année, éventuellement, ils vont être capables de le décoder. Okay? Donc, il ne faut pas juste en rester à la mémorisation parce que le problème, ce qui va arriver, il arrive en troisième année, quatrième année, les élèves ne sont plus capables de mémoriser autant de mots que ça. Donc,
c'est correct au début qu'on va voir des mots, on va les voir tellement fréquemment qu'on va faire, ça va créer notre lexique mental, mais éventuellement, nos élèves aussi, il faut qu'ils soient capables de les décoder une fois qu'ils ont tous les outils pour le faire. Okay? Parce que, par exemple, dans le mot « dent », une fois que j'ai appris le mot, le graphème « an », A-N, je suis capable de le lire, puis le S muet, je suis capable de la consonne, donc je suis capable de le lire. Je n'ai pas besoin de le reconnaître juste visuellement là, par mémorisation. Donc, vous avez vu ici, il y a les listes qui sont ici de New Learn Alberta, mais il y a aussi la liste que nous, on avait créée à RRPDC. Il faut juste faire attention, ça, c'est une liste orthographique, même si dans le programme d'études, il parle de mots fréquents, mais les mots fréquents sont en lecture, alors que ça, ce sont des listes orthographiques. Donc, il y a une petite confusion ici, là, mais quand même, vous pouvez vous baser de ça ou de ça, mais il n'y a rien qui dit qu'il faut que vous suiviez ce nombre total de mots-là de 125 exact. Il n'y a rien dans le programme d'études. Vous pouvez faire le choix. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris la recherche puis ce qu'on avait, ce que ça nous dit au niveau des élèves de certain âge. Mais en même temps, si dans votre classe, là, vous utilisez certains livres, puis qu'il y a un mot qui revient souvent, puis il faut que vous outillez vos élèves, ben, il fait partie de vos mots fréquents. Okay? Moi, je ne pouvais pas prendre tous les livres qui existent dans le monde pour déterminer quels sont vraiment les mots fréquents. Donc, il y a un travail qui doit être fait. Oui, Isabelle. J'ai une question par rapport aux cartes de mots fréquents, parce qu'on avait trouvé un document qui c'était comme des cartes, là, puis là, tu peux faire comme un petit jeu avec ça, avec les élèves. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, la nouvelle liste de mots entendus, lus et orthographiés va être présentée de cette façon-là, avec des cartes? Ah, là, tu parles à la personne qui l'a créé, peut-être. Ça me donnerait une idée. Je te donne une idée. Je pense que les enseignants apprécieraient ça parce que c'est des beaux cartons, puis on peut les plastifier, puis on peut les réutiliser. C'est pas lequel Alexandra, liste, mets ça dans ma to-do list. Là. Je viens de te donner une job, là. Hein? Désolée. Ouais. Non, mais moi, si les profs, ça peut aider, je veux dire, écoute, c'est pas bien, j'aime ça travailler dans Canva, fait que je le ferai. J'y ferai. Peut-être la nouvelle année, pas avant Noël. Non, merci. OK. D'autres demandes? OK, donc, au niveau de la lecture expressive et la prosodie, on peut voir ici qu'on parle de la lecture à voix haute et on doit en tenant compte du point à la fin d'une phrase. Donc ici, là, on voit que ça fait le lien aussi avec la ponctuation qui est en grammaire. Donc, quand vous travaillez ça, vous travaillez en même temps la grammaire. Ici, on a aussi exploré la lecture expressive à voix haute en tenant compte de la ponctuation et des liaisons. C'est en deuxième année qu'on commence à faire les liaisons, qu'on va évaluer, je devrais dire. OK? Donc, en première année, on peut quand même leur enseigner, mais est-ce qu'on va l'évaluer? Non. OK? Est-ce qu'en troisième année, là, on va faire une lecture expressive avec automaticité? Donc là, c'est là qu'on a on devrait avoir à la fin de la troisième année. Puis là, rappelez-vous, là, ça, c'est fin d'année. Okay? Ces objectifs-là, c'est à la fin de l'année. Donc, à la fin de l'année, mon élève devrait avoir un lexique mental de mots qui est quand même assez développé là, en troisième année. Parce que quand on arrive en quatrième année, souvent, là, il y a comme un changement qui s'opère, c'est on lit pour apprendre. Quand on faisait le cercle avec le vocabulaire, c'est là que le vocabulaire, d'une façon implicite, va se développer plus. Mais jusque-là, ça va être plus d'une façon explicite, la lecture. Donc, ici, juste une définition de la fluidité. Vous allez retrouver aussi, des fois, on parle de fluence. C'est une autre terminologie qu'on utilise aussi. Alors, c'est une lecture raisonnablement précise, à un rythme approprié, avec une expression naturelle. Donc, ici, on parle de prosodie, qui aboutit à une compréhension précise et profonde de ce qui a lu, de ce qui est lu. Et donc, quand on parlait là, de chronométrer, on ne chronomètre pas, ça n'en a pas besoin. C'est certain que quand on vérifie la compréhension, là, si votre élève, vous allez
Vous allez savoir là, que votre élève, je ne pense pas qu'on a besoin de chronométrer pour savoir si un élève lit de façon fluide ou pas. Hein. Vous le savez. Là. Puis quand on pose des questions, on se rend compte que si toute l'énergie est mise au décodage, bien, c'est certain que ça va avoir un effet sur la compréhension. Donc, comment faire progresser les élèves en fluidité? Bien, la lecture en haute voix, ça fait partie du programme d'études, évidemment. On le sait aussi que la recherche démontre que 4 relectures sont suffisantes pour la plupart des élèves. Okay? C'est pour ça que des programmes comme, peut-être vous avez vu, 1000 merveilles, ils ont des programmes, là, il faut que c'est 4 fois qu'on lit la même phrase ou le même paragraphe. C'est basé là-dessus. Puis des fois aussi, il faut faire attention de ne pas présenter un texte tellement de fois que dans le fond, c'est de la mémorisation. Ça ne devient pas la fluidité, c'est de la mémorisation. On peut offrir d'autres textes avec, tu sais, quand on parlait de notre 95 de mots qu'ils doivent connaître, ben, là, on va aller chercher des mots, des textes, d'autres textes qui vont avoir à peu près le même niveau de lecture pour notre élève là, pour qu'il soit compétent. Le théâtre de lecture, puis ça fait partie justement des scénettes. Je ne me souviens plus, c'était je pense que c'est 3e année. Donc, ça, c'est une belle façon de travailler la fluidité. Nos élèves doivent avoir on parle de production orale, mais ils doivent avoir des opportunités de parler, non seulement juste en jouant, mais aussi de façon un petit peu plus, je dirais, formative, là, un peu plus formelle, je devrais dire. Donc, parce que ça se perd, ça. Des fois, nos élèves sont mal à l'aise de parler en public, mais il faut leur donner des opportunités de le faire. On peut faire aussi des phrases élastiques. Donc, on peut amener nos élèves, puis on va travailler la grammaire en même temps. On va travailler les classes de mots. Hein. On va ajouter quel mot qu'on peut ajouter. Donc, on répète toujours la même formule, mais on ajoute toujours un mot pour aider encore là nos élèves à développer la fluidité. Donc, c'est important qu'ils soient capables de parler. Des fameux, des virlangues. OK? Ça, c'est toujours plaisant à faire. Des fois, ce n'est pas facile à dire lis le livre dans le lit. Okay? Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, on apprenait les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? J'ai de la misère avec ça, mais c'est bon pour la diction aussi. Donc, ici, on vous a mis un lien aussi pour travailler la fluidité. Puis, les élèves aiment ça. Là. Si vous faites une phrase du jour, un virlangue, là, ils aiment ça. Et remarquez qu'on ne parle pas de compréhension ici dans le programme, dans la fluidité, dans la lecture. Alors, où est-ce qu'on trouve la compréhension? Là? Une autre petite question à propos du curriculum. Dans quelles idées organisatrices on parle de compréhension? Ouh. Vous pouvez écrire dans le chat ou ouvrir votre micro. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre le risque dans quel domaine, dans quelles idées organisatrices on parle de compréhension plus? Je prends une chance. Oui, vas-y. Dans l'organisation de texte. Oui, on en parle. Oui, c'est vrai, l'organisation de texte, parce qu'on parle de stratégie, on parle de. Oui, il y en a, il est ailleurs aussi. C'est quoi le thème aujourd'hui? La compréhension de texte. Oui, compréhension de texte, c'est là-dedans. OK. Puis de quoi qu'on parle aussi? Qu'est-ce qu'on doit avoir là? Vocabulaire. Oui, le vocabulaire. OK? Vous voyez, donc, c'est pas. Il est partout. Donc, plus que. Moi, je trouve que j'aime la façon dont le nouveau programme d'études a été fait parce que plus que je passe de temps dedans, plus que je vois, c'est comme un casse-tête. Et vous faites plusieurs choses déjà en même temps. OK? Parce que c'est pas juste c'est pas une liste, puis voilà, j'ai fait un petit crochet parce que je l'ai fait. Vous les faites ensemble. OK? Donc,
sais, des fois, je pense que hier, j'étais dans une session avec des enseignants, puis « Ah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enseigne ça? On n'enseigne pas? » Des fois, c'est juste le temps d'aller. Je sais que c'est difficile d'avoir du temps, mais de prendre le temps d'aller dans le programme d'études et de le regarder, puis vous allez vous rendre compte que vous faites déjà la majorité de ce qui est déjà là-dedans. C'est juste que peut-être la terminologie a changé. Okay? Puis des fois, c'est rassurant de juste prendre une petite demi-heure puis d'aller revérifier ce que dit le programme d'études pour vous aider puis pour vous enlever un petit peu de stress. Donc, ici, je vous mets un peu, c'est quoi les types de livres qu'on a besoin dans une classe, OK? Donc, les livres jeunesse, on va en avoir besoin jusqu'en 6e année, là, évidemment, puis c'est sûr qu'ils vont changer dans leur complexité. Les livres gradués ici, c'est comme les livres de lecture guidée un peu, là. On va commencer plus en première année. Puis après, on peut continuer jusqu'en 6e année aussi. Les livres décodables, c'est ça qu'on va utiliser peut-être plus au début, mais on n'utilise pas que ça. On va utiliser, voyez-vous, en première année, on va utiliser les livres décodables, puis je vais utiliser aussi mes livres gradués. Parce qu'on s'entend que c'est pas toujours très riche, la littérature des livres décodables. Et on veut aussi que nos élèves soient accrochés à la lecture. Et toute l'idée de correspondance graphème-phonème, bien, aussi, elle va continuer, même si on dit que ça se termine en 2e année, mais je vous dis que nos élèves, ils n'ont peut-être pas tout maîtrisé non plus. Donc, plus en détail, ici, je vous ai mis une fiche qui explique pourquoi, c'est quoi les types de livres. On ne jette pas nos GB+, on ne jette pas ce qu'on avait avant, c'est juste que peut-être on va les utiliser différemment. Donc, on a nos livres déchiffrables ou décodables, c'est un autre terme qu'on utilise. Donc, vous avez ici, on a l'exemple de, j'ai mis d'autres types, peut-être que vous avez d'autres types. Il y a les livres gradués comme Escalire. Escalire, l'avantage qu'il a, qu'elle a, cette collection-là, c'est qu'elle a été faite en français. Donc, alors que GB+, c'est une traduction. Mais quand même, on peut les utiliser pareil. C'est important aussi d'avoir des livres à répétition, la structure répétitive. Tu sais, je vois le ballon bleu, je vois le ballon rouge. Parce que là, quand on regarde la lecture, puis par exemple, je veux travailler la fluidité de lecture, ma prosodie, ma fluidité, je peux utiliser ces livres-là. Je ne travaille pas la compréhension, là, je travaille quelque chose de spécifique. Vous voyez, parce que des fois, on essaie de tout faire en même temps, puis ça devient difficile d'évaluer aussi. Mais là, si je vais très spécifiquement, quand je planifie, je sais qu'aujourd'hui, dans ma lecture avec mes élèves, mon petit groupe, je vais travailler la fluidité. Bien, je vais peut-être utiliser des livres à structure répétitive pour le faire. Okay? Il n'y a rien qui dit qu'il faut toujours que vous utilisiez le même type de livre. Évidemment, l'album jeunesse, bien là, on va tu sais, le plus de langage, de vocabulaire riche qu'on peut donner à nos élèves, le plus qu'ils vont développer leur vocabulaire. Donc, puis moi, j'avoue, j'ai une dépendance aux livres jeunesse. J'en ai énormément et j'aime beaucoup l'utiliser dans l'apprentissage. Alors ici, vous avez toute une série de livres décodables qui existent sur le marché. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent. Là, autant qu'il n'y en avait pas. Là, mais là, on est comme avec une panoplie. Il y a facile à lire, une syllabe à la fois, des codes. J'aime beaucoup des codes pour les petits parce que les livres sont petits, puis c'est plus facile à manipuler pour nos petits. Je dirais qu'en troisième année, moi, je trouve qu'une syllabe à la fois est un petit peu peut-être plus intéressant. On a les livres avec les syllabes qui sont en couleur, qui est très bien, mais je dirais que c'est facile à lire. Je les aime, mais ils ne sont pas si faciles que ça à lire. Parce que j'ai fait une analyse, là, puis il y avait des... l'ordre, je sais qu'ils sont en train de retravailler l'ordre. Je vous ai mis aussi un document, encore là, qui vient de Michel Minard-Corriveau, qui est pour vous aider pour enseigner à lire avec des décodables. Et donc, et ici aussi, il y a d'autres programmes là, comme le programme Déclic de 1000 merveilles ou encore des tables de lecture qui sont gratuites, qui sont des beaux programmes aussi pour aider peut-être plus en 3e année nos élèves qui ont peut-être qui ont encore une compréhension fragile, qui ont peut-être des retards en lecture. Peut-être c'est des choses qui pourraient être, c'est moins bébé, là, disons, que de lire des livres comme ça pour eux. Et la lecture guidée et l'évaluation, on a maintenant, outre que GB+,
on a on a créé d'autres guides de grilles d'évaluation à partir d'Escalire. Si vous avez Escalire comme collection en classe, donc il y a des fiches d'appui, je vous ai mis les liens, et c'est déjà fait, c'est comme à la manière de GB+, mais c'est à partir de ces livres-là. Et sur le Jardin de Vicky, ce que j'aime, c'est utiliser ces livres-là d'Escalire encore, mais pour la lecture guidée. Donc, vous avez des questions à poser à vos élèves pour travailler la compréhension. Donc, je vous ai mis ces liens-là et je vous ai mis aussi des liens pour comment évaluer le rendement en lecture, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser juste ces livres-là. Là. On peut utiliser n'importe quoi qu'on a dans notre classe. Comme je vous dis, en autant que vous sachiez que votre élève a les outils pour lire ces livres-là, je sais qu'il y a des belles collections comme Frimousse ou il y en a plein d'autres, même GB+, c'est juste que vous assurez peut-être que vous ne suivrez pas la même ordre que ce que GB+, a mis là-dedans. Parce que, comme par exemple, en première année, il y a un livre qui est « Le chien creuse ». Ben, creuse, c'est un mot qui n'est pas facile à lire. Alors qu'en anglais, sa version anglaise, c'est « The dog dig ». Ben, dig, c'est pas compliqué, c'est 3 lettres, c'est 3 graphèmes puis 3 sons. Alors que creuse, ben, pensez-y, c'est 2 consonnes qui suivent, un graphème, un digramme, la lettre S entre 2 voyelles et le E muet à la fin. On a 5 particularités à ce mot-là. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, vos élèves, ils ne comprendront même pas qu'est-ce que ça veut dire, peut-être. Bien, peut-être que oui, en regardant l'image, mais ça ne leur dira rien, peut-être. Donc, c'est pour ça que je vous dis de regarder certains livres pour vous assurer que vos élèves aient les outils pour les lire. Maintenant, la grammaire, on va... je vais me dépêcher. La grammaire, on va parler surtout de grammaire de la phrase et de classe de mots. Quand on va parler de la production de texte, on va parler de ponctuation puis de conjugaison de verbes. Okay? Donc, ici, la grammaire, donc, ça commence en maternelle, repérer des phrases dans un texte. Ça peut se faire quand moi, je lis un livre. Okay? On ne s'attend pas à ce que nos élèves vont le faire de façon autonome. On va expérimenter l'ordre des mots dans une phrase en utilisant un modèle. On peut utiliser des cartes pour faire ça puis aider nos élèves à le faire. Okay? Ça, là, c'est super important parce que plus tard, pas en 3e année, mais quand on arrive en 4e année, qu'il faut déplacer des parties de phrases, si je ne sais pas c'est quoi un mot dans une phrase, je vais avoir de la misère. OK? Quand on va arriver ici, là, plus tard, quand on va parler de groupe nominal puis de groupe verbal, ça va être un petit peu plus complexe. Donc, ici, vérifier l'ordre des groupes de mots. Donc, tu sais, quand on parle aussi ma classe de mots, mon adjectif, là, en français, il est toujours placé après. OK? Après le nom, je devrais dire. Donc, ici, c'est vraiment en lien avec la conscience phonologique, la phrase et manipulation. Okay? Ça va ensemble. Donc, on peut le faire de l'oral à l'écrit en même temps pour ma première, 2e année. OK, 2e année et 3e année, là, on s'en vient beaucoup plus spécifique au niveau de la terminologie qu'on va utiliser en grammaire. Donc, on parle de repérer le groupe nominal dans une phrase de base. Ah ben, c'est quoi une phrase de base? Premièrement, c'est quoi un groupe nominal? Ben, c'est ici. OK? Dans les connaissances, on vous le dit, le groupe nominal est formé de mots dont le nom est le noyau. Okay? Puis, je vous ai mis aussi un petit document de soutien pour vous aider avec toute la terminologie. Maintenant, on arrive au groupe verbal. C'est quoi mon groupe verbal? Ben, encore là, on a ici est formé de mots dont le verbe est le noyau. Okay? Ça peut être comme le beau chat, ça serait mon groupe nominal, mange. Mange, c'est mon groupe verbal. Okay? Mais ça peut parler au téléphone. Maman parle au téléphone. Donc, maman, c'est mon groupe nominal, mais parle au téléphone, ce serait mon groupe verbal. Okay? Fait du sens? Et ici, on parle aussi de la phrase de base et on parle, c'est vraiment ici au niveau des connaissances, c'est quoi la phrase de base? C'est avec un groupe nominal et un groupe verbal.
Parce que plus tard, on va parler de phrases syntaxiques. Mais là, ça, c'est pas pour vous autres, là, mais plus tard, ça devient beaucoup plus spécifique. Il y a une raison pour laquelle c'est là, que c'est fait cette progression-là. Donc, la même chose, là, en troisième année, là, on parle de prédicat. OK? Pas évident, là, un prédicat. C'est quoi un prédicat? C'est quoi ça mange? Un prédicat, c'est la fonction, c'est une fonction. Et là, c'est ici qu'on parle dans la phrase. OK? Et là, on va aller voir, je vous mets ici pour vous aider. Il y a un document qui est fait par le Centre franco-ontarien. Super bien fait. Le lien là-dessus, ça vous explique c'est quoi un groupe nominal, c'est quoi un groupe verbal. Ça vous donne des exemples. C'est super bien fait. Je vous suggère ce livre-là, c'est le condensé Nouvelle grammaire en tableau, français langue seconde. Ça m'a été suggéré par Claude Lacasse-Quévillon, qui est une prof d'Université d'Ottawa qui se spécialise dans l'enseignement de la grammaire. Et ça, c'est vraiment bien fait. C'est des tableaux. Je vais vous montrer ici parce que je vous ai mis le lien là, pour avoir juste pour vous montrer un peu les exemples. Vous avez tout. Okay? Parce que plus tard, on va parler de manipulation. Ben, pas pour vous autres, là, mais ça vous dit c'est quoi la ponctuation, c'est quoi les classes de mots, parce que vous avez ça dans votre programme d'études aussi. Les classes de mots, c'est quoi? Okay? Puis les groupes mots, c'est quoi? Le groupe nominal, c'est quoi mon groupe verbal? Puis vous avez des exemples. C'est ça, je pense que ce serait quelque chose que chaque école devrait avoir. Isabelle, Margot. Surtout parce que l'année prochaine, il va y avoir 4, 5, 6, ils vont avoir besoin de ça. Donc, on a du budget cette année, c'est bon. Bon, ben, achetez. Achetez. Parce que puis je vous conseille pour ceux et celles qui demandez à votre conseil scolaire, parce que vous n'êtes pas obligé d'en avoir tout un, mais au moins que vous ayez ça comme référence, parce que je pense que vous allez en avoir de besoin. Aussi, j'ai mis un lien ici qui est la différence entre un groupe verbal et le prédicat, OK, parce que c'est pas toujours clair. Et je vous invite à vous abonner au groupe Facebook qui s'appelle Dictée zéro faute. Vous pouvez joindre, là, mais moi, je suis déjà membre, mais c'est vraiment bien fait parce qu'il y a des vidéos à l'intérieur. C'est une prof d'université qui se spécialise là-dedans, grammaire du Québec. Il y a 16 000 membres. C'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a même des vidéos parce qu'ils ont fait une recherche. C'était plus au secondaire, mais ça vous donne des idées comment enseigner la phrase, comment le faire d'une manière interactive, puis quel genre de questions poser à nos élèves. C'est vraiment bien fait. Donc, je vous ai mis le lien là, pour vous joindre si ça vous intéresse. C'est Donc, beaucoup de métacognition aussi, la dictée zéro faute. Tu m'en parlais tantôt. Là, moi, je faisais ça au secondaire en équipe de 4. Pourquoi toi, tu l'écris comme ça? Moi, je l'écris comme ça. Puis là, il y a une discussion. Tu parles de discussion mathématique ou conversation, mais tu peux avoir une conversation grammaticale aussi quand tu fais la dictée zéro faute. Ben, c'est ça. C'est basé sur ça. Puis c'est tout. Là, c'est mis en grammaire. Tu sais, dans le fond, là, quand on se rend compte, tout est pareil. Là. Le contenant, là, il va être le même. Si vous utilisez la causerie mathématique, vous allez l'utiliser dans d'autres aspects de votre enseignement. Les enfants ne seront pas dépaysés. C'est juste le contenu qui change. Gardez le contenant, changez le contenu. Alors ici, nos classes de mots. Okay? Donc, on veut s'assurer, là, ça va être très, très important parce que qu'est-ce qu'un nom, qu'est-ce qu'un adjectif, qu'est-ce qu'un adverbe, qu'est-ce qu'une conjonction, mais là, on ne se rend pas là-dessus, là, vous autres en troisième année, mais c'est des choses qu'il va falloir, parce que ça va nourrir aussi mon écriture. Si je ne suis pas capable de le reconnaître dans un texte, si je ne suis pas capable de le dire, ben, je vais avoir de la difficulté à écrire aussi. Donc, mes phrases ne seront pas très variées ou elles ne seront pas très bien construites. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre c'est quoi, tu sais, comme le genre. On parle ici masculin-féminin, qui n'est pas toujours facile. Et ici, parce qu'on va faire une petite activité, je veux juste le faire rapidement, sur le genre et le nombre. Donc, la même chose, la conjugaison, on va le faire la prochaine fois. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est, je vous avais montré ce livre-là la dernière fois. Mais là, on va le faire ensemble. On va faire, vous allez me dire, OK, je vais tasser ça parce que je vais le mettre ici, moi.
parce que je vais écrire ça sur le Jamboard. Vous allez me dire, pourquoi ma page a-t-on changé? J'avais choisi, je m'étais toute préparée, j'étais bonne. OK, on va faire la lettre P. C'est un livre qui s'appelle ABC, il est super beau, vous voyez les belles images. C'est mon livre coup de cœur. Alors, vous voyez, OK, je voulais faire la lettre P, évidemment. Donc, c'est un abécédaire. OK? Donc, on peut travailler l'ordre alphabétique, évidemment. Bon, OK. Est-ce que vous voyez bien l'image? Oui? Oui. OK. Ce que j'aimerais que vous me disiez, moi, je vais les écrire. Pendant ce temps-là, ça va être plus... J'avais prévu que vous le fassiez, mais je vais le faire. Alors, est-ce que vous voyez... Là, je ne vous verrai plus, là. Fait que faut que... vous me dire des mots qui vont commencer par la lettre P. Ils vont faire le son P. Donc, si vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Parapluie. Panda. OK, attends une minute. Parapluie. Parapluie. Perroquet, OK, attends une minute. Panda. Pelle, perroquet, Perroquet. pelle, Pelle. Oh boy. Pelle. pioche. pioche, Pioche. Oui. oui, ici, OK. Oui, OK. Donc, Pingouin. Poire, Pingouin. poire, poire, Attends, pingouin. Pardon. panier, Panier. pinceau, Pinceau. pain, Pardon? du pain, du pain, Du pain à manger. oui, le pain à manger, Oui, mais c'est papillon, ça. Papillon. Poupée. Pigeon. Poupée. Oh, poupée. Pigeon. pipe, Wow. une pipe, où tu as vu la Pigeon. Hey, voilà, là, moi, dans la bouche du panda, Un panda. pion. panda, Oui, j'ai papillon déjà. pizza, Pion. Pardon? Dans le panier, il y a un petit rond. panda Petit aussi, rond. Oh, petit rond. Non, pas petit rond, un potiron. C'est un Un autre mot. pour- potiron. Oui. Un potiron comme Ok. citrouille, là. il y a la pizza aussi, Poivre, Ah, la pizza. Oh boy, vous êtes bon. du poivre, un peigne. Où est-ce que tu vois le poivre, toi? Le poivre en bas, tout en bas, à Non, côté de c'est la un pioche. là. pion. Oh, la poivrière. Moi, je croyais une poivrière, ouais, où il y a du poivre, ouais. Oui, poivre. Ben oui, pourquoi pas? Une plume, Une pieuvre. une pieuvre. patin, Attends, une minute, là. patin, Pieuvre. OK. Peigne. Pyjama. Peigne. et patin, Oh mon Dieu, attendez une minute, là. Peigne, pyjama, patin. OK. Puis après ça, on plume, va faire l'activité. plume, Oui, je l'ai mis. Plume, je Ok. l'ai mis. Pyjama, attends une minute. Papillon. on a déjà Oui, dit. je l'ai papillon. Plume. On peut Et dire c'est pantalon aussi, non? Oui, pantalon, c'est vrai. Ouais, Et pantalon. comment on appelle? Ah, ça, hier, on a trouvé le nom pour ça. Comment on appelle. Pantalon. Qu'est-ce que j'écris? Vous voyez le cochon? Oh oui, il y a un autre mot pour le cochon, hein? Un porc. Un porc, oui. Porc. Ouais, un Oui. porc. Et, OK, le cochon, c'est pantalon. Quel est ce genre de motif-là? En anglais, je Ah non, sais je pas sais. c'est quoi. En français? Attends. Oui, c'est ça quasiment. Oh, Ben, le panda, lui, c'est... Pointillé. non, Pied de poule. pied de poule. Hein? pied de C'en est un, poule, là. Pied de poule, oui. Oui. OK, parfait. On va arrêter parce que là, on en a beaucoup, puis là, il ne reste plus beaucoup de temps. Je veux vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Parce que, OK, là, vous voyez mon écran? oui, Vous voyez mon Jamboard? Oui? oui, Parfait. OK. Donc, vous remarquez qu'on n'a aucun déterminant. Donc, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Donc, ce que je ferais, là, on ne le fera pas ensemble parce qu'on n'aura pas tout le temps, mais quand que je vous disais une activité de triage, on pourrait faire, là, je les mettrais masculin et féminin. Mais ce qui est intéressant, donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'aider à nos élèves à voir les régularités. Donc, les mots qui se terminent habituellement en « on », est-ce qu'ils sont masculins ou féminins? Masculin. 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 Donc,
mon élève, il faut que j'y dise, parce que comme ça, il n'y aura pas besoin de se mêler. D'ailleurs, il y a le livre de Lister. Est-ce que vous l'avez vu, l'approche intégrée en immersion de Lister? Dans la fin, ils ont toutes là-dedans, ça te vous dit le pourcentage de fréquence des mots. Donc, ça s'enseigne, ça. Donc, potiron, pigeon, oui, c'est masculin. Qu'est-ce qu'on remarque, par exemple, si je dirais elle, est-ce que ça va être féminin ou masculin? Féminin. Féminin, parce que ça finit en elle. Okay? Puis, c'est drôle parce qu'il n'y a personne qui a dit pluie, mais ça, c'est intéressant. Parce qu'on a le parapluie et la pluie. C'est mêlant pour nos élèves, hein? Mhm. Alors, mais la raison, je pense, c'est parce que ça, c'est comme plus. Puis là, on pourrait travailler une morphologie aussi, par, qui nous protège, pluie. Et peut-être c'est pour ça, là, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée, ce serait de faire des tris. Tu pourrais le faire aussi avec tes élèves, à le faire avec des papiers qu'ils font, on le travaille ensemble. On pourrait même leur donner chaque groupe, en petits groupes, une image qu'ils doivent travailler. Puis après ça, on pourrait l'amener aussi à l'écrit, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Mais vous voyez, travailler à partir juste d'une image, comment qu'on peut travailler différents concepts. Puis je pourrais faire la même affaire avec une phrase, puis travailler différents concepts comme ça. OK? Donc, voilà, je voulais juste qu'on le fasse pour qu'on puisse, pour que vous puissiez le vivre, parce que je vous ai mis le plan de leçon, mais des fois, c'est mieux quand on le vit. Voilà, et je vous ai mis aussi quelques autres activités pour la grammaire. Encore là, la même chose avec ce jeu-là. Il y en a des jeux de grammaire. Les bingo, là, c'est toujours gagnant. Bingo, là, vous pouvez utiliser les classes de mots pour le faire. Hein, des adjectifs, là. Et ça, c'est des gabarits gratuits. Fait que vous les faites, vous les créez comme vous voulez. Puis il y a d'autres, des bingos, des classes de mots aussi. Et ça, c'est les deux livres que j'ai utilisés aujourd'hui, surtout. Le langage à portée de main. Ça vient de Orthophonie Canada. Et le vocabulaire pour mieux lire et écrire. C'est Rachel Bertium et Daniel Daigle. C'est deux chercheurs qui sont vraiment, ils ont plusieurs livres. J'ai plusieurs de leurs livres. Je m'en sers beaucoup. Ils ont plein d'activités, c'est des jeux. Il y a plein d'activités. 300 activités sur le sens, la forme et l'utilisation des mots. Voilà. Et questions, commentaires? Je sais que je suis allée vite, là, mais... Alors, la prochaine fois qu'on se revoit, c'est le 10 janvier. Et là, on va parler de production de texte. Puis, on espère avoir quelques exemples de gabarits d'évaluation. Peut-être. Je ne sais pas. Ça se pourrait. Parfait. Merci beaucoup, Élise. De rien. Donc, bon courage et bonne fin jusqu'à la fin de... Bon, il reste quoi? 2 semaines avant Noël? Non, 3 semaines. Je suis tout mêlée. Combien? 2 semaines et demie. Oh, 2 semaines et demie. OK, parfait. 2 semaines et demie. Donc, bon courage. Les vacances Merci. s'en viennent. De rien.